Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous proposer quelques points de mise en perspective d'un essai intitulé De la norme du goût de David Hume que je vous ai demandé de lire pendant cet été et qui est extrait des essais esthétiques de cet auteur philosophe écossais de l'époque des Lumières, donc le XVIIIe siècle. Donc David Hume, les dates de vie c'est 1711-1776. Et donc je vais vous donner juste quelques pistes donc pour guider un petit peu votre lecture, récapituler les idées essentielles avant d'entamer l'analyse de l'essai. Donc l'auteur David Hume est un auteur empiriste. Empiriste, c'est-à-dire qu'il s'est inspiré de la philosophie de John Locke, qui avait écrit auparavant les essais sur l'entendement humain. Et donc Locke avait posé contre Descartes qu'il n'y avait pas d'idée innée, que toutes les vérités s'obtenaient par l'expérience sensible, celle du corps en première personne, que l'on fait du monde de manière concrète. Et donc David Hume va poursuivre, il va d'abord écrire le traité de la nature humaine qui va apparaître donc, dans le début du XVIIIe siècle. Donc cela ne va pas être un franc succès, bien que cet ouvrage soit considéré rétrospectivement comme très important pour comprendre sa philosophie. Mais par contre, il va publier en 1748 l'enquête sur l'entendement humain, qui va, elle, connaître donc du succès et donc qui va permettre de populariser sa pensée. En 1741, il va aussi s'intéresser à la morale et à la politique, mais également donc en 1757 aux standards du goût, Standards of Taste, donc le jugement de goût qui va être l'objet de notre petit essai. Que dire de cette époque? On peut dire qu'elle est marquée par des changements de paradigme au niveau scientifique. Newton vient de proposer ses lois sur la gravité universelle et il avait prononcé un mot d'ordre célèbre, à savoir hypothesis non fingo. Cela signifiait donc je n'imagine pas d'hypothèse, c'est-à-dire j'arrête avec la métaphysique, avec des grandes idées a priori, c'est-à-dire qui arrivent avant l'expérience. Moi, ce qui m'intéresse, dit Newton, c'est l'observation. Cela ne signifie pas qu'on arrive pas à des abstractions, mais cela signifie qu'on commence par expérimenter de manière répétée et de manière scientifique. Donc on voit cette importance pour Newton de devenir ce qu'il dit le Newton du monde moral, c'est-à-dire le monde moral incluant aussi l'approche artistique, tout ce qui relève de l'esprit. Il aimerait, comme l'atomisme de Newton en a donné la piste, en fait, poursuivre en cherchant comment se combinent nos impressions pour former des idées. Ce que l'on peut dire également, c'est que c'est aussi le moment où naissent la psychologie, la sociologie, et David Hume y participe. C'est pour cela que cela m'a intéressé de vous proposer cet essai à la lecture. Alors, premier point pour comprendre cet essai, il faut d'abord commencer par qualifier cet empirisme. Empiria, donc ça signifie en grec l'expérience. Donc l'empirisme, c'est une philosophie fondée sur l'expérience. L'expérience en première personne, donc l'expérience que l'on fait vous et moi. Et il n'y a que par cette porte-là que peuvent entrer des idées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des idées toutes faites dans la boîte, comme des petits pois dans la boîte. Il n'y a pas d'idée innée qu'un Dieu viendrait insérer en nous, comme le pensait Descartes, par exemple, avec l'idée d'infini. Toutes nos idées viennent du corps, donc il y a une revalorisation par les empiristes du corps, par le biais d'impressions sensibles. Là, l'image, c'est celle du sceau, qui vient imprimer dans la cire une marque. Et quand cette marque se fait répéter, eh bien, cela inscrit en nous des idées. Et il y a donc une continuité entre le corps et l'esprit pour les empiristes, pas de dualisme, pas de séparation entre le corps et l'esprit. Il y a plutôt une analogie entre ce qui relève du monde physique et ce qui relève du monde moral. Quand on entend monde moral, pour un empiriste de cette époque, ça veut dire ce qui relève de l'esprit, de l'âme, bien que les empiristes balayent tout ce qui ressemble à la métaphysique, donc la notion d'âme. Donc ils sont monistes, c'est-à-dire ils pensent qu'il n'y a qu'une seule chose, des corps, et que les idées sont finalement des impressions sensibles qui sont simplement affaiblies, qui ont perdu de leur vivacité. Donc la raison ne s'oppose pas à la passion, elle n'est qu'une passion affaiblie. C'est une thèse célèbre de Hume.
qu'il n'y a pas de combat réel entre la passion et la raison. Donc la raison doit rabattre de sa superbe, il n'y a que des habitudes qui font que l'imagination travaille pour forger en nous des convictions plus ou moins bien avancées. Donc l'imagination, c'est elle qui est la maîtresse des facultés et non l'entendement ou une autre faculté, la raison, que sais-je. Pour un empiriste, l'imagination est la capacité à faire le lien entre nos impressions sensibles par contiguïté, par exemple quand elles sont placées l'une à côté de l'autre, donc quand elles se suivent ou quand elles se ressemblent. Hein, donc on les associe et on les retient ensemble. Il n'y a donc pas dans la philosophie empiriste de vérité absolue. Nous n'attendons jamais donc une vérité déliée de l'expérience. Il n'y a pas de normes a priori et il ne va pas y en avoir non plus en art, pas plus qu'en science. Tout est croyance, hein, plus ou moins fondée par un grand nombre d'expériences. Et donc il faut parler de degré de probabilité avec une certaine humilité. Hein, il est plus ou moins vrai que, et de degré de certitude. On voit qu'on a aussi toute la philosophie des calculs des probabilités qui peut émerger ici, avec l'idée centrale chez Jung que même le monde est finalement le produit d'une croyance, et même le moi, hein, qui est, selon Jung, une illusion. Hein, selon sa phrase célèbre, c'est une illusion, mais une illusion fort utile, hein, dont on ne peut se passer. Donc il y a des illusions et nous en avons besoin pour nous orienter, mais jamais de certitude absolue. Donc il y a une forme de scepticisme hein, chez les empiristes, skepsis voulant dire le doute. Un empiriste continue à douter que demain le ciel se lèvera, le soleil se lèvera, pardon. Le soleil a 99,99999% de chances de se lever demain, mais nous n'avons pas fait encore l'expérience de toutes les expériences du monde, et donc on ne peut pas savoir si on n'est pas arrivé au moment de l'apocalypse ou je ne sais quoi, où une météorite arriverait. Hein. Donc je ne veux pas vous faire peur par là, mais simplement vous dire que effectivement, nous ne sommes pas des dieux, donc nous ne pouvons pas prévoir l'ensemble des cas futurs. Donc ce que nous pouvons faire, c'est simplement penser qu'il est fortement, fortement probable que demain le jour se lèvera. Alors qu'est-ce qu'il en est de l'art? Eh bien l'art devient par excellence un milieu où l'empirisme est à l'honneur, hein, puisqu'il n'y a pas de certitude en science. Eh bien on va voir ce qu'il en est dans le domaine de l'art. Alors dans le domaine de l'art, les empiristes refusent qu'il y ait quelque chose comme une norme a priori ou une règle qui valent en tout temps et en tout lieu et qui permettent de dire par avance ce qui serait art et ce qui ne serait pas art. Donc bien sûr, il n'y a pas cette vérité absolue. On ne peut pas arriver clé en main en disant à l'artiste voilà comment, par cette recette miraculeuse, produire une belle œuvre d'art qui plaise à tout le monde. Mais par contre, ce qui existe, c'est finalement un monde des experts. On sait que par exemple, il serait ridicule de dire que des sonnets que moi je gribouillerais sont meilleurs que les contemplations de Victor Hugo. Hein, donc il y a une hiérarchie des œuvres d'art. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas une norme absolue en art qu'il n'y a pas des degrés en fait, de niveau des œuvres artistiques et des différences dans la délicatesse des uns et des autres. Ce que Hume appelle la délicatesse de l'imagination ou donc délicatesse du goût. Et donc il y a des experts qui sont ceux qui ont l'expérience répétée, qui ont l'habitude hein, d'entendre, de voir, de produire des éléments artistiques et de les mettre en rapport. Donc c'est l'habitude, là encore, qui forge l'expertise. Donc cela ne veut pas dire du fait qu'il n'y ait pas de norme absolue, c'est là un paradoxe, qu'il n'y a pas des objets qui montrent qu'ils ont plu à travers le temps, à travers des cultures très différentes. Par exemple, on peut penser au masque de Toutankhamon, qui dirait actuellement qu'il trouve ce masque laid, ou que ce masque n'a rien à faire dans un musée. Cela met tout le monde d'accord. Alors, l'hypothèse des empiristes, qui se vérifie à travers ce fait des normes, et ce fait de règles générales qui s'imposent à travers le temps, même si on ne peut pas a priori dire ce qu'est le beau, ce fait en fait prouve l'hypothèse la plus fondamentale pour un empiriste, à savoir que nous partageons la même nature humaine.
Donc, c'est-à-dire que vous et moi, bien que nous ne soyons jamais sûrs de percevoir le monde tel qu'il est, nous pouvons tout de même penser qu'il y a des choses qui sont plus ou moins adaptées et plus ou moins appropriées à notre nature humaine, à notre sensibilité, à notre imagination. Par exemple, si une couleur est trop unie, elle va nous lasser, il faut qu'elle ait une certaine variabilité. S'il y a de la symétrie, c'est bien, mais ni trop ni trop peu, etc. Donc en fait, on peut montrer qu'on peut faire une psychologie du goût, on peut faire une sociologie du goût et dire ce qui a plu à travers le temps. Alors comment repérer les experts? Eh bien, il faut les mettre à l'épreuve pour voir si leurs sens sont aiguisés, s'ils ont acquis les lumières de l'entendement, à savoir s'ils connaissent les règles générales de ce qui prévaut à travers le temps. Donc, conclusion, des goûts et des couleurs, on ne peut pas disputer parce que nous ne disposons pas de concepts, de normes a priori qui mettraient absolument tout le monde d'accord de manière objective, mais on peut et on a envie de discuter, à savoir qu'on a envie de savoir auprès des experts ou de manière naïve en fait, qu'est-ce qui peut plaire aux autres, hein, donc à travers le temps, qu'est-ce qui a plu et comment identifier ce qui vaut comme œuvre d'art et ce qui n'est que médiocre. Donc on peut dire que Hume, ce qui est intéressant, c'est qu'il va donner naissance à la psychologie de l'art, à la sociologie de l'art. Alors on peut quand même donner quelques limites à sa position. Parfois, une œuvre d'art plaît à un tout petit nombre d'individus et on n'en a pas l'habitude, et pourtant cela va valoir comme chef-d'œuvre pour les temps à venir. On peut penser aux Demoiselles d'Avignon qui ont par exemple fortement choqué les regards des uns et des autres et qui sont devenus le fleuron de l'art du XXe siècle, donc toutes les avant-gardes. Ensuite, on peut se demander d'où vient l'uniformité de la nature humaine. Est-il vrai que nous ayons cette même conformité au monde, hein, d'où cela sort-il? Comment cela est-il attesté? Ensuite, on peut se demander comment est-ce qu'on devient expert. Est-ce qu'il suffit d'être coopté par une communauté d'experts? Comment mettre à l'épreuve un expert, hein? Donc c'est toute une question de l'expertise en art. Et puis aussi, on peut mettre le doute sur cette notion d'expertise. Ne peut-on pas apprécier l'art sans être expert, en étant totalement naïf? Est-ce que ce n'est pas beaucoup plus intéressant? Et même des autodidactes en art, hein, donc, peuvent révéler par leur absence justement de connaissance des standards du goût, peuvent révéler une spontanéité, un naturel qui va créer quelque chose aussi. Hein, quand on pense au travail d'un enfant ou de quelqu'un qui produit de l'art brut, on peut se demander s'il faut simplement même tenir encore en bonne grâce la notion d'expert. Voilà quelques idées, j'espère que vous avez fait une bonne lecture de cet ouvrage et nous en rediscuterons en cours tous ensemble.